Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le mercredi 27 novembre 2019. La situation du Cameroun nous préoccupe, mais également la communauté internationale. Pas moins de 3 hauts dirigeants sont arrivés hier sur le sol camerounais. D'abord, Moussa Faki Mahamat, le Tchadien, président de la Commission de l'Union africaine, est arrivé au Cameroun hier, suivi par 2 femmes. D'abord, la patronne du Commonwealth, Patricia Scotland, et surtout la patronne de la francophonie, Louise Mushikiwabo, la rwandaise. Les 3 dirigeants internationaux sont au Cameroun officiellement pour discuter des questions de paix et du climat socio-politique au Cameroun. Il faut rappeler que le Cameroun est toujours englué dans cette crise anglophone du nord-ouest et du sud-ouest, avec un climat sécuritaire assez inquiétant pour la communauté internationale. Mais cela nous fait également penser à ce discours de Maurice Kamto. C'était lundi dernier, 25 novembre 2019, alors qu'il annonçait le boycott du double scrutin du 9 février 2020. Il y a un paragraphe qu'il a énoncé et qui est passé inaperçu. Personne n'a prêté attention à ce paragraphe-là. Je voudrais le partager avec vous pour que ceux qui nous regardent ce matin puissent eux-mêmes en juger. Je vais citer le professeur Maurice Kamto. Il dit ceci: des personnes porteuses d'un sombre projet contre notre peuple sont à l'œuvre au sommet de l'État, dit-il. Elles sont prêtes à tout pour garder le pouvoir. À partir du 9 février prochain, ou même avant, les Camerounais doivent s'attendre à tout. Fin de citation, Maurice Kamto. Il l'a dit dans son discours lundi dernier, c'est passé inaperçu. On s'est tous focalisés sur les raisons du boycott. On a laissé passer ce paragraphe-là. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Qu'est-ce qui se prépare au Cameroun? La question doit être posée parce que désormais, nous voyons bien que la pression internationale ne fait que ça s'accentuer sur le pays. Je rappelle que le gouvernement camerounais a envoyé une délégation aux États-Unis. Il y a les images qui sont désormais disponible où on voit des membres du gouvernement camerounais avec des hauts responsables camerounais sur une table de négociation aux États-Unis avec Tibor Nagui. En réalité, il souhaite faire en sorte que le Cameroun soit réintégré dans l'AGOA. Le Cameroun, actuellement, il faut le rappeler, qui a un budget de 5 000 milliards de francs CFA, est obligé, au titre des prêts, de prendre 200 milliards ici, 100 milliards ici, par les emprunts obligataires. Et pourtant, il faut dire que nos recettes en termes de douane et en termes fiscal sont au moins de 3 000 milliards de francs CFA. Est-ce que le Cameroun a encore besoin de prendre 2 milliards, de mendier 200 milliards auprès du FMI? Il faut rappeler que le FMI nous donne l'argent de manière homéopathique et vous savez qui bloque les choses au FMI, c'est bien sûr les États-Unis qui sont, comme vous le savez, les patrons du FMI. Donc, beaucoup de choses se mettent en place. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Pour ceux qui nous regardent ce matin, on devrait s'interroger pour que ce pays ne dérape pas, pour que ce pays soit un pays de paix, comme cela a toujours été depuis son indépendance. Madame, Monsieur, comme chaque matin, on va s'installer confortablement entre 10h et 12h avec le panel en place comme chaque matin aussi. Monsieur Mbachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Eric Fopoussi Negou, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est aussi ça le Cameroun, ça bavade, ça crie, ça piaille, ça ergote. Nul n'a le droit de venir nous donner des leçons. Lorsque ça brûle, on envoie en silencieux, officieusement, des individus à aller négocier des choses. Honte à vous. Oui, honte encore. Dites-moi, qui dirige véritablement le RDPC? Son illustre président ou ses collaborateurs les plus proches? Parce qu'on a tendance à se rendre compte que c'est ceux-là qui ont des dossiers remplis et ceux dont les dossiers sont même déjà bouclés. Au niveau du TCS, qui se prépare à remplir, c'est ceux-là qui ont plus de 3 mandats, qui sont encore tête de liste dans certaines régions. Va-t-on les laisser passer? Voilà, donc le Cameroun est à la croisée des chemins, comme vous le dites. Au RDPC, on l'a bien vu à Sambilima. Il y a des bruits, de très très grands bruits. Vous l'avez dit, le Cameroun qui a envoyé... À l'extrême nord, oui, avec Cavaillé Guédibril aussi. Absolument, On va parler de toute une famille, la famille Koulania, qui elle aussi
elle est positionnée, le cousin et le frère, ils sont tous positionnés à différentes commissions. On va parler de Baouro Théophile, qui lui aussi, de Yaya Dumba. Ils sont nombreux, monsieur Eric Fopoussi. Ils sont là et ils sont tête de liste et c'est bien. Oui, le Cameroun... Est-ce que c'est même le chef de l'État qui a rédigé cette circulaire? En tout cas, vous le dites si bien. En tout cas, il faut rappeler que Félix Bayou, qui est le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures en charge du Commonwealth, est donc allé négocier une réintégration du Cameroun dans la Goa. Il faut bien comprendre que les Américains sont assez attentifs parce que il y a un minerai, ou si vous voulez, une mine qu'on appelle le coltan. Le coltan est produit uniquement dans le monde. En RDC, dans la région de Kivu, le coltan, c'est une matière qui sert au téléphone portable, à ceux qui ont les grands téléphones portables, ça sert au téléphone portable. Le coltan qui est très très rare. Alors vous savez que le coltan est au Kivu. Le Kivu malheureusement est une zone contrôlée par une milice qui gère elle seule le territoire. Vous savez que ce coltan là n'est pas géré par le président congolais. Non, l'État congolais n'est pas présent dans la zone où il y a le coltan et il semble que il est clair désormais que le coltan aussi se retrouve au Cameroun, dans une zone qu'on appelle Kumbo, au nord-ouest. C'est une denrée très rare. Toute la communauté internationale a les yeux rivés sur le Cameroun pour ce coltan-là, parce que les risques que nous avons en RDC commencent à envoyer les regards au coltan camerounais, qui est à Kumbo, le Cameroun, qui a un vrai gisement, un gros gisement de coltan. Il faut faire attention. Il faut rappeler également que la diaspora camerounaise, qui a pris part au grand dialogue national, souvenez-vous, avait obtenu qu'il y ait, à l'issue de ce grand dialogue, l'obtention de la double nationalité telle que demandée par ces gens-là, mais également qu'il y ait une représentation de la diaspora au Parlement camerounais. On a convoqué l'élection sans, évidemment, intégrer cette composante, sans intégrer cette composante-là. La diaspora est aux abois, est aux aguets. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pourquoi on peut voir que Moussa Faki Mahamat, Luis Mushikiwabo et Patricia Scotland sont au Cameroun pour évidemment calmer toutes les ardeurs. Le Cameroun est la plaque tournante du golfe de Guinée. Le Cameroun est le pays qui a ses frontières avec toutes les régions de la CEMAC. Donc, attention. Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi et bonjour aux téléspectateurs. Au milieu de toute cette ambiance politique, pendant que des organisations se forment et multiplient des campagnes de lutte contre la dépigmentation volontaire de la peau et que des artistes camerounais abandonnent le blanchissement de la peau, une nouvelle stratégie voit le jour et est partagée sur les réseaux sociaux. Le grattage de la peau dans un liquide composé. On en parle dans la revue des réseaux sociaux. Voilà, on va en parler surtout, pour noter que Coco Ajanté et Mani Bella ont plutôt fait le chemin inverse. Hein, oui. Donc voilà, c'est intéressant. On en parlera dans cette émission ce matin. Également sur le plateau, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bon. Vous sortez d'une grippe, d'une méchante grippe. C'est pas terminé, hein, votre grippe. C'est pas encore terminé. Je demande des excuses à nos téléspectateurs. Oui. Je ne pouvais pas le manquer, même ma voix ne portait pas. Nous les vieux, quand on est terrassé par une méchante grippe. Une vilaine grippe, voilà. Même un bonbon peut être grippé. Ah oui, il faut l'accepter. Voilà. D'accord. Bonjour à vous, Boro Bégan. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Hier, mardi 26 novembre 2019, au nom du président de la République, le secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a reçu le PDG de l'électricité de France. Qu'est venu faire le PDG de l'électricité de France au Cameroun? On ne sait pas. EDF, oui. Mais des informations concordantes nous font état de ce que cette entreprise EDF pourrait remplacer quelqu'un, quelque part. Alors, si ça se confirme, ça veut dire que les Chinois ont raté leur coup, hein, parce qu'évidemment, dans la shortlist, on avait un Chinois et un Français. Si la France réussit donc à gagner, ça veut dire que c'est un signal très fort, très très fort. Oui, absolument. C'est un signal très fort. Alors, au titre des municipales et législatives, il faut rappeler que le boulevard est ouvert. Pour ceux qui jubilent que le RDPC est donc parti pour rempiler, attention, le retrait du MRC ouvre la voie également à une possibilité pour le RDPC d'être enfin battu aux élections municipales et législatives. On se rappelle de 92 à la sortie de la tripartite. Souvenez-vous, le SDF avait boycotté et il y avait eu élection
l'opposition en mars 92. Le RDPC, à l'époque, avait eu 88 sièges, suivi de l'UNDP, 68 sièges. Donc, attention, ce qui va se passer là. L'UPC, 18 sièges, et puis le MDR, 6 sièges. Le RDPC avait été obligé de faire une alliance avec le MDR pour avoir 91 sièges et la majorité absolue. Donc, attention, on est en train de voir que dans les différentes circonscriptions, le RDPC risque d'être en face d'un seul parti de l'opposition. Et partout où le RDPC est en face d'un seul parti, vous savez que le RDPC a beaucoup de chances de perdre. C'est quand il y a plusieurs partis d'opposition face à lui que le RDPC parfois sort son épingle du jeu. Donc, attention pour ceux qui sont qui jubilent beaucoup. On n'a pas encore livré les résultats de ce double scrutin. On va démarrer l'émission de ce matin, madame, monsieur. Merci de rester avec nous. L'histoire du jour, c'est la première rubrique. Elle est comptée par vous, Dominique Audrey-Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Je vous raconte l'histoire de Benoît et de Judith. Benoît aujourd'hui a 50 ans, Judith, elle, a 46 ans. Ils sont mariés depuis sensiblement 30 ans déjà et ils ont 6 enfants. Dans le tableau de leur famille, on a la petite sœur de Judith qui, elle, est âgée de 44 ans. Tout roulait jusqu'à ce que la sœur de Judith, qui a 6 enfants également, a perdu un de ses enfants. Il faut mentionner que tous les membres de la famille de la sœur de Judith connaissent le père de ses enfants, sauf sa grande sœur qui ne sait pas qui est le père de son enfant. La semaine surpassée, de ses enfants, oui. La semaine surpassée, la sœur de Judith a perdu son 6e enfant. C'est normal ce type de situation où on a parfois vu 2 frères, mais 2 sœurs. Je ne sais pas, expliquez-nous. Non, c'est vrai, on ne voit pas régulièrement, vous avez dit, ce genre de situation, mais ce genre de situation n'est pas condamnable. Oh là là. C'est condamnable à un seul niveau. Oui. Ils se sont comportés comme des tricheurs. Ce qui est condamnable. Donc, on a vu des situations où un homme épouse ses sœurs. Il épouse les sœurs dans le cadre normal de processus de la dot. 2 sœurs. Oui, tu épouses 2 sœurs. Du même ventre, hein? Oui. Oui. Ici même à Douala, je peux citer des exemples où la dot, le processus de la dot a été élaboré de manière normale et saine. Et les 2 sœurs ont vécu de manière harmonieuse au sein de leur couple. Il y en a ici même à Douala. Qui oblige, on les épouse maintenant, ensemble. le problème... Non, mais il me semblait que, je dis parce qu'il me semblait que, généralement, vous épousez une sœur dans certaines régions du Cameroun. Lorsque cette sœur-là, par exemple, n'est pas fertile ou bien qu'elle décède, on vous donne sa sœur. Il me semble que c'est ce qui était jusqu'ici très récurrent, très connu. Oui, c'est ce qui était très récurrent et très connu. Absolument. Oui. Mais j'ai dit, même l'autre versant, ici, ce qui est condamnable, c'est que ces rapports-là soient entretenus sans que la sœur aînée, sans que Brigitte soit au courant. Donc c'est là où il y a, j'allais dire, une espèce de tromperie. Mais maintenant, est-ce que la famille, comme l'histoire nous dit, la famille était au courant? Justement, et c'est ça qui montre comment, j'allais dire, notre vivre ensemble est éloquent. Est éloquent en ceci que, je vous l'ai dit, dans la situation de veuvage, pour qu'on comprenne bien, on peut choisir quelqu'un pour faire le veuvage d'une femme. La première question qu'on pose à la femme, c'est que est-ce que du vivant de votre mari, vous avez eu à flirter avec un de ses frères? Mais ça, c'est différent ici. Hein. C'est plus la femme... Oui, mais attendez. Le cas contraire, je veux dire. Non, regardez, quand il dit oui, j'ai flirté avec Tan, avec son frère qui s'appelle Tan. Lui, c'est le frère là est marié. Comment les femmes procèdent donc, comme les femmes qui l'encadrent dans le veuvage, vont amener l'autre co-épouse à accepter que désormais, il va partager son mari avec quelqu'un, avec sa co-épouse qui a perdu. On procède et après, ceux qui ne savent pas vont dire on a imposé. Non, on n'impose pas. Bon, ça, c'est pas là le sujet. Le sujet, c'est le contraire, non? Il me semble... je sais pas, je veux dire qu'il y a un beau qui est arrivé dans une famille et il semble piquer partout où il... C'est ça qui est condamnable. Mais ici, il semble que le mari Brigitte est, puisque la maman est, comment je vais dire ça, est trop possessive et tout, elle n'aurait jamais accepté que le processus de la dot se déroule normalement. Elle n'aurait jamais accepté cela. À ce moment, sa famille se dit, d'accord, nous, Benoît,
tu es notre beau, tu as sollicité épouser les deux, on te donne, mais pour garder l'harmonie, laisse d'abord, il y a les situations vont se retrouver. Parce qu'il n'est pas allé, comment je vais dire, non, il n'est pas allé contre la famille, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas donné la petite sœur non, il n'a pas pris la petite sœur de Brigitte pour faire des enfants. La famille est au courant, mais sachant le comportement que pourrait afficher Brigitte, on dit bon, restons dans cette situation-là. D'accord. Jusqu'à ce que secret de famille. Ce qui arrive est arrivé. Voilà, vous pouvez parler de secret de famille. Des secrets de famille. Karine Santia, d'abord, j'imagine que l'histoire de ce matin est doublement, on va dire, difficile à avaler pour vous, parce que il est inconcevable pour beaucoup de femmes aujourd'hui d'imaginer leur homme avoir des rapports avec d'autres femmes. Donc, pour des femmes aujourd'hui, c'est inconcevable. Et ajoutez donc à ça que cette femme soit votre sœur, ça ajoute du pourri au gâté. Voilà. Vous dites qu'il y a un troisième palier. Au lieu d'ajouter du pourri au gâté, mettez dans la poubelle. Des enfants, oui, allez-y. Oui. Je dis, au lieu d'ajouter du pourri au gâté, mettez dans la poubelle. Ces deux personnes sont à jeter. Pour moi, c'est inadmissible que sur ce plateau, on ait pu refuser qu'un homme termine une relation avec la grande sœur et épouse la petite sœur normalement, mais on vient nous dire quand même que c'est normal que l'homme se marie avec la grande sœur et fasse des enfants avec la petite sœur, monsieur Foupoussi. 44 ans, 46 ans. Donc de tous les hommes là, de toute ton adolescence, il n'y a pas eu d'autres hommes. Les hommes sont finis dehors. C'est le mari de ta sœur que tu as vu. Vraiment. Même si c'est lui qui te fait les avances, il n'y a pas de nom dans ta bouche. Jusqu'à tu fais 6 enfants. Vous condamnez la femme, hein? Jusqu'à tu fais 6 enfants, monsieur Foupoussi, 6 enfants avec le mari de ta soeur. Vous faites comment pour dormir le genre là? Ça fait comment? Ça fait comment quand vous vous couchez dans le lit? Ça donne quoi? Quand tu sais que le matin, il doit quand même courir pour rentrer et il doit mentir à sa femme et nous donner une bonne raison qui explique pourquoi il n'était pas là. Quand il quitte chez vous, il fuit, il rentre. Vous savez que c'est chez sa soeur, chez votre soeur qu'il part. Non, mais les femmes ont le gros cœur, monsieur Foupoussi. Il dit le gros cœur. Vous y compris, hein? Vraiment. Ne vous excluez pas du non, gros non, non, cœur. je dis les femmes, je suis une femme. Oui, vous y compris. Elles ont le gros cœur. Quand même, jusqu'à 5. Ce n'est même pas que c'est un accident. Vous voyez que les deux se sont arrangés à faire leur petit cocon, leur petit nid d'amour. Malheur en a pris, il faut toujours que la vérité éclate. Et malheureusement pour eux, ça a éclaté face à un malheur. Et dites-vous bien que si la sœur de cette femme ne veut pas, tout ce qui va se passer là maintenant, ce sera le malheur. D'accord. Tout ce qui va se passer sera le malheur. Maintenant, dans cette histoire, il y a une chose qui me fait ressemble à de la perversion. La famille de la fille. Vous élevez mal les enfants. Vous les apprenez à être envieux envers ce que l'autre a. Tu as le mari de ta soeur. Quand tu le vois, elle fait même quoi avec lui? Elle pense qu'il est le seul. D'abord, même tu n'es pas la seule femme. En tout cas, on ne l'a pas circoncis pour toi seule. Moi aussi, je veux ma part. Voilà, c'est ça qu'elle avait comme langage. Et la famille a pris. En tout cas, tu ne dois pas rester seule. Elle aussi, c'est ta soeur, non? Ça reste en famille. Ça s'explique en famille. Quoi? Les enfants des deux là, ils sont quoi? Les cousins? Non, mais il faut éviter d'être chiche aussi. Non, c'est pas une affaire de chicheté. Il n'y a rien à voir avec la chicheté là. Là-dedans, c'est pas... que vous avez trouvé le bon mari. Votre soeur n'en a pas, vous les deux aussi. Cette femme ne voulait pas rester avec lui parce que c'était le bon mari. C'est parce que c'était l'homme qu'elle avait choisi. Vraiment, arrêtez-nous vos affaires de bon mari. C'est l'homme qu'elle avait choisi. D'accord. Et dans ce cadre-là, elle le supportait comme ça. Mais de cela à ce qu'il vienne avec sa soeur... Ah mais non. Pour vous, c'est inacceptable. On l'a bien compris. Pour vous, c'est impensable. Alors, Charles Hamel, j'ai du mal à vous imaginer soutenir quand même cet homme. Hein? C'est un bantou. Monsieur Eric Fopussi. Un bantou. Monsieur Eric Fopussi. Non mais j'ai du mal à vous imaginer supporter cet homme. Ce n'est qu'un mal. Ce n'est pas une blessure. Ce n'est qu'un mal. Monsieur Eric Fopussi, une femme qui refuse de voir sa épouse est une mauvaise femme. Partant de ce principe déjà de Bantou, une femme qui refuse de voir sa coépouse est une mauvaise femme. Premier point. Deuxième point, monsieur Eric Fopussi, citez-moi un pays où la Bible a été fortement ancrée et ce pays s'est développé. Il n'y a pas de Bible là-dedans. Monsieur Eric Fopussi. Bon sens, L'occidentalisation, puisque c'est elle qui vous a amené la Bible, monsieur Eric Fopussi n'a développé que deux choses. L'égocentrisme et l'égoïsme, monsieur Eric Fopussi. Et c'est ça que l'homme a vécu. Donc, monsieur Eric Fopussi,
Lorsque vous allez chez les Vient de Makas, une famille. lorsque vous allez dans le Mbam et Kim, lorsque vous faites un tour, monsieur Eric Fopoussi, dans la zone de ça, c'est pas des choses qui se débattent. C'est pas des choses qui se débattent, monsieur Eric Fopoussi. À une certaine période, notamment dans les années 70, 80, début 90, lorsque la maman de la maison venait à se déplacer, elle disait à l'une de ses sœurs, celle qui n'était pas mariée, viens garder ma maison. Dans le principe de garder la maison, c'est tu t'occupes de tout, monsieur Eric Fopoussi. On a eu des tatas qui arrivaient à midi, des amis de maman qui arrivaient à midi, qui lorsqu'elles venaient se reposer, elles se reposaient dans la chambre de papa, pas dans la chambre des enfants, monsieur Eric Fopoussi. Il y a eu beaucoup d'interrogations que les enfants se posaient. Nous, tout étant jeunes, on se posait des questions. C'est plus tard qu'on nous a fait asseoir, lorsqu'on a grandi, pour nous expliquer un certain nombre de choses. C'est très vicieux, quand même. Non, non, mais je le dis, monsieur Eric C'est très vicieux. Je le dis parce que les jeunes garçons, aujourd'hui, qui se sont fait déflorer, monsieur Eric Fopoussi, les jeunes garçons qui ont connu leur première femme, avec des filles de leur âge, c'est des enfants malheureux, c'est des enfants maudits. C'est la raison pour laquelle les mariages ne donnent pas. À notre époque, on était ce que vous appelez ma première, celle que j'ai eu à connaître, monsieur Eric Fopoussi, me dépassait d'au moins 20 ans, 20-25 ans. Ah oui, monsieur Eric Fopoussi. C'était des familles. C'était un détournement de mineurs. Non, monsieur Eric Fopoussi, je vous dis, l'apologie. C'est là. L'apologie du détournement de mineurs. Attention. Elle vous enseignait là, c'est une société bien évoluée. Aujourd'hui, la société occidentalisée dans laquelle on se retrouve est en pleine régression. Donc, monsieur Eric Fopoussi, ce qui est considéré aujourd'hui par des occidentalisés comme des faits gravissimes, étaient des faits comme des péchés. Comme des péchés, étaient des faits acceptés. Cette femme savait que sa petite soeur était l'épouse de son mari, monsieur Eric Fopoussi. Je vais vous le dire, elle le savait. Mais elle n'osait ouvrir la bouche. Elle le savait. Monsieur Eric Fopoussi, vous ne pouvez pas porter de tous les enfants qu'elle a fait. Elle n'a aucun enfant qui ressemble à son mari. Il n'y a aucun enfant en termes de traits qui ressemble à monsieur Eric Fopoussi. Il n'y a aucun enfant. Les femmes sont susceptibles. Je vais vous dire que dans le quartier, beaucoup de femmes qui sortent. Vous allez voir les femmes mariées, quand elles soupçonnent son mari, elles portent tous les bébés de ses voisines. Les jeunes filles, elles portent, je le dis aujourd'hui à mon télévision, elles portent tous les bébés des voisines. Comment elle fait ça? Regardez les orteils. Pardon? Vous avez le temps, madame. Ne dis pas qu'elle a le temps. Vous tous, vous avez le temps. Toutes, vous avez le temps. Vous avez mené une étude sérieuse. Ah oui, monsieur, elle porte les bébés de toutes les voisines. Vous pensez qu'elle est sociale et pourtant... J'ai vu un enfant là qui a ta tête. J'espère que tu n'es pas entré dans tel... Je vous assure. Mais les hommes, ils nous regardent, on regarde à la maison. Les femmes, quand ils sont mariées à l'enfant. Donc je dis, il n'y a pas péché là. Il n'y a pas faute. Il a fait 6. Il est resté fidèle à la famille. D'accord. Si la famille a donné sa caution, c'est du bon. C'est bon. C'est du bon. Alors, Dominique Audrey, on termine avec vous. Oui. On va terminer en disant que la façon dont les Bantous pensaient, je ne sais pas quelle est la garantie que la façon dont ils pensaient à l'époque était bien. Ce n'est pas parce que avant, même si on demande à sa sœur de venir garder la maison, selon la vue de l'homme, c'est que garder la maison veut dire qu'il va venir vous sauter. Garder la maison voulait dire nettoyer la maison, faire à manger aux enfants. Ça ne venait pas dire que viens te coucher pour que mon mari monte sur toi. Dans les Bantous là, la façon dont vous pensiez avant, ce n'est pas une vérité d'évangile. Vraiment, il n'y a pas de normes établies. Vous le ramenez encore à la Bible? Oui, non, pas à la Bible. L'évangile, c'est le Nouveau Testament. C'est le bon sens, monsieur Fopoussi. Pas le bon sens. Donnez-moi un pays où qui a la famille de ces deux filles, c'est une famille pleine de sorciers. Et l'enfant qui est mort, c'est rien à côté de ce qui va arriver à cette sœur-là. Je vous promets. C'est vous qui dites ici, c'est la punition pour ce qu'elle a fait. C'est une punition pour ce qu'elle a fait. Elle se couche, elle fait des trucs avec le mari de sa sœur. Quand sa sœur accouche, elle vient. Quand sa sœur l'appelle pour lui dire que ouais, vraiment, mon mari la rentre tard, je ne sais même pas comment faire, donne-moi les conseils. Elle donne les conseils, alors que le mari est avec elle. Là, la relevé. Moi, dit que c'est le seul point où il y a faute dans cette il a dit que relation. le seul point, c'est que la sœur n'était pas au courant. Oui, justement. Donc ça veut dire qu'on cautionne que c'est bien. Non, il a dit que la famille a donné l'enfant, non? En règle générale, ces choses se passent, mais les deux sœurs sont tout à fait au courant de Par conséquent, c'est bien quand ça se fait comme ça. Mais c'est ce qu'il vous dit. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien.
Ce n'est pas bien. Donc vous reprochez le fait que la sœur n'ait pas été au courant ou le fait qu'il y ait d'abord cette relation? Qu'il y ait cette relation. Le problème. Quand votre beau-frère vous fait des avances, pourquoi vous ne le dites pas à votre sœur? Pourquoi vous ne dites pas de façon masquée à votre sœur? Pourquoi pas? Est-ce que vous êtes sûr que c'est quoi ce genre? C'est quoi ce... Ça peut être passé par la famille. On sait comment les hommes vous font. Non, ça peut être passé par la famille qui cautionne parce que ça qui a pris la main en disant que tu vas. Non, je suis désolé, monsieur Bachou. Vous voulez défendre l'indéfendable. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener les hommes doivent arrêter. C'est une femme qui a accouché. Elle a accouché. On ne va pas dire qu'on a pris sa soeur parce qu'elle n'a pas accouché. C'était quoi son problème? Il voulait 11 enfants, une équipe de football. Il faut que les hommes apprennent à arrêter de réfléchir avec leur sexe. Allez chercher les femmes ailleurs, les hommes. Ah, ok. Il n'y a pas de femmes ailleurs, il n'a pas de collègues, il n'a pas d'amis, il n'y a pas de voisines au quartier. Donc vous acceptez qu'il aille au moins ailleurs. Qu'il aille le faire ailleurs. C'est une évolution. Qu'il aille le faire ailleurs. Monsieur Fopoussi et monsieur Mbachou, qu'on dise que allez le faire ou pas, vous allez le faire. Voilà. Mais maintenant, ne le faites pas avec nos soeurs. On a choisi la maison, la famille. Ce qui... En d'autres circonstances, moi j'aurais dit à cette femme de tuer cet homme-là. Mais malheureusement, je ne vais pas le faire. Le seul le faire. Ma mère dit souvent que quand quelqu'un te fait du mal et que tu sais que tu ne te reproches de rien, quand elle met ses genoux à terre, la sentence est plus grave. Hein? Donc cet enfant-là, c'est un moindre mal. C'est un seul enfant. Il va subir plus dur. Ça sert encore plus. Ok, merci. Alors, je préfère dans cette émission ce matin alerter et avertir nos femmes qui nous regardent de la maison de ne pas avoir de suspicion avec leur soeur qu'elles hébergent à la maison. Parce que j'imagine qu'avec ce qui se dit sur ce plateau, elles vont commencer à avoir un mauvais regard sur leur petite soeur qu'elles abritent à la maison par rapport à leur mari. Non, c'est terminé. Je vous en prie. Je vous en prie. C'était pas un enfant. Madame, monsieur, c'est tout pour, s'il vous plaît, je vous en prie. C'est tout pour cette histoire du jour de ce matin, madame, monsieur. Place maintenant à la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question des crises sociales dans ce pays. Comment comprendre l'ensemble des crises qui minent ce pays à l'heure actuelle? Doit-on baptiser ce septennat des crises? Crise politique, crise sociale? On n'en peut plus, trop de pression. Vont-ils supporter? Où va le Cameroun? Quelle est la responsabilité du patronat dans cette guerre de sourds? Quelle est la responsabilité du ministre du Travail et de l'Emploi professionnel ou de la formation professionnelle? Je m'y perds même, tellement ces ministères sont tous liés. Comment en est-on arrivé à cela? Crise dans les régions anglophones, revendications post-électorales, dérive tribale, grève multiforme, PHP, CDC, Carbab, Campost, La Quintini, Imprimerie nationale, moto-taximen, transporteur terrestre, enseignant, Camerco, tout ça pour un seul homme, tout ça pour un septennat. Comment comprendre que le climat social au Cameroun soit marqué depuis des mois par des crises sans fin qui s'enlisent? La guerre du port autonome, la guerre des dockers, la crise orchestrée par les dockers. Tout semble fonctionner au ralenti. Comment comprendre le fait, pour la situation économique de ce pays, de se dégrader de plus en plus, entraînant une détérioration constante de la situation sociale? Corruption, chômage, pauvreté, misère, insécurité, coupures d'eau et d'électricité sont devenues régulières. La santé et l'éducation
sont devenues moins accessibles. Les conditions de vie des étudiants se sont détériorées. L'avènement de la démocratie n'a pas empêché le régime en place de se maintenir. Tout cela a entraîné une somme de crises. Crise à tous les niveaux. Le Cameroun vibre au rythme des populations déplacées, enlèvements, usines vandalisées, insécurité urbaine, assassinats barbares, sous-développement chronique, problème de choléra, Boko Haram, instabilité et la violence touchant plusieurs régions du pays. Comment comprendre à cela ces mouvements d'humeur organisés et orchestrés ça et là dans ce pays? 28 mois de salaire pour les travailleurs du Centre africain de recherche sur le bananier plantain qui crient leur ras-le-bol. 12 000 employés de la Cameroun Development Corporation en chômage technique du fait de la situation sociopolitique tendue dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Comment comprendre que la nouvelle gymnastique des autorités administratives soit la négociation désormais des levées de mots d'ordre de grève dans ce pays? Comment comprendre que les préoccupations de certaines corporations ne sont aucunement prises en compte par les encadreurs, les dirigeants et les autorités administratives? Comment comprendre que les problèmes soient les mêmes depuis la nuit des temps? Non-respect des engagements pris, non-paiement des aérés de salaire accumulés, paiement de salaire en dents de scie, amélioration des conditions de vie, affiliation à la sécurité sociale, institution des frais maladie, reversement des primes d'ancienneté, respect par les autorités des responsables syndicaux élus, non prise en cause de X, non-respect de Y, non-respect du paiement intégral des aides, non-reclassement, avancement. Pourquoi ceux qui dirigent ce pays aiment voir les autres ramper à leurs pieds? Pourquoi c'est difficile de gérer les problèmes des Camerounais? Pourquoi tout doit déboucher sur des crises? Les Camerounais sont fatigués désormais de faire des requêtes. Parce que toutes les requêtes n'aboutissent jamais. Très peu sont les directeurs, très peu sont les cadres d'entreprise, très peu sont les ministres qui lisent encore ce qu'on appelle les requêtes. Conséquence, colère. Conséquence, descendre dans la rue. La dernière en date, c'est la Quintini. Descendre dans la rue pour se plaindre, pour revendiquer cessation de travail qui fait perdre au pays beaucoup, mais alors beaucoup d'argent. Alors, je voudrais ce matin, à l'aune de cette thématique que vous ouvrez de manière brillante ce matin, Charles Hamel, avoir une pensée pour les employés de Matcheni, qui sont à 10 mois sans salaire. À Bafoussam, j'en connais, qui aujourd'hui ne peuvent pas se nourrir. Les enfants ne vont pas à l'école et qui sont, on va le dire, perdus. Je veux également avoir une pensée ce matin pour les enseignants vacataires du lycée agricole de Yabassi. Ils sont nombreux là-bas, qui subissent le martyre de ce côté-là, parce qu'ils ont dénoncé des choses. Ils sont aujourd'hui mis sur le carreau, malheureusement là-bas. J'aimerais également avoir une pensée ce matin pour les enseignants vacataires du lycée bilingue de Newbell, qui ont subi les pires atrocités également ce matin. Des cas comme ça, il y en a un peu partout au Cameroun, dans toutes les 10 régions du pays. Et c'est grave, c'est extrêmement grave ce qui se passe. Le climat social est tendu. Il me semble qu'à une certaine époque, dans ce pays, on parlait beaucoup de dialogue social. Il me semble également qu'à l'époque, il y avait un ministre qui avait été, comme vous le savez, un ministre qui a été baptisé Monsieur Dialogue Social, Robin Kili, je veux citer ce matin. Donc, il faut signaler que oui, il y a nécessité impérieuse dans ce pays de faire une mue, d'avancer un tout petit peu vers les discussions, vers les échanges. C'est terminer la répression. On est au 21e siècle. Que les dirigeants arrêtent de penser qu'ils peuvent mater les gens indéfiniment et que ça restera impuni et que ce sera impunément accepté. Non, ce n'est plus l'époque où les gens pouvaient s'asseoir et décider dans les bureaux comment ça fonctionne et comment on devrait respirer au Cameroun. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, d'État également, qui annoncent des grèves, qui annoncent des descentes dans la rue. Le climat social est assez lourd, l'air est chargé de beaucoup de dioxyde de carbone. Et si on ne fait pas assez attention, nous n'aurons plus d'oxygène pour respirer dans ce pays, vu comment les choses avancent. Je parle là des faits,
des Camerounais comme vous et moi, qui travaillent tous les jours, mais qui n'ont pas de salaire. Ils sont nombreux. Vous avez évoqué les cas de la PHP tout récemment, le cas du Carbab. On peut en citer comme ça des milliers et des milliers de cas au Cameroun. Et quand on parle de ça, on oublie ici les anciens employés des sociétés d'État liquidés. N'oublions pas que ces papas-là sont toujours en attente du règlement de leur... Ajoutez aussi la marine marchande. Ils ont aussi annoncé tout la à fait. marine marchande. Donc, sont toujours en attente du paiement de leurs droits sociaux. Ça dure 20, 30 ans. Ça ne semble émouvoir personne. Donc, c'est un vrai problème. Les Camerounais ont des gros soucis. Au-delà de ça, on parle des employés. Il faut dire que les Camerounais, dans leur quotidien, ont de quoi s'insurger contre beaucoup de choses. Imaginez que la fourniture à l'énergie électrique pose un réel problème. Vous rentrez chez vous, vous avez affaire, il n'y a pas de courant. Vous avez des contrats et tout le reste, il n'y a pas de courant. Je parle là de courant énergie électrique. Si on prend l'eau, tous les services sociaux de base, les hôpitaux, comment on vous accueille dans les hôpitaux, les Camerounais, évidemment, dans un contexte de vie quotidienne, sont battés, sont zombifiés. Les Camerounais n'en peuvent plus, on suffoque. C'est une asphyxie générale de tous les services au Cameroun. Alors bon, Bengana, on va faire un tour de table pour essayer de lire cette thématique que nous amène ce matin Chalamel. Oui, la situation que décrit d'ailleurs très bien Charles Hamel ce matin était prévisible. Était prévisible dès ce que vous avez dit à l'entame de l'émission tout à l'heure, dès les premières élections dans un contexte multipartiste le 1er mars 1992. Après, il y a eu la présidentielle d'octobre de la même année. Il y a un brillant intellectuel aujourd'hui décédé, Mokoko Priso, qu'on appelait également Elengambuyinga. Il a sorti un livre juste après l'élection présidentielle de 92 intitulé Cameroun, Cameroun, Cameroun avec K et Cameroun avec C. La transition démocratique est dans l'impasse. Monsieur Mokoko relevait dans ce livre ce qui se passe aujourd'hui exactement. L'impasse est politique. Il a dit le pouvoir va passer trop de temps sans pouvoir résoudre le problème que pose le peuple. Et l'opposition connaîtra également un passé, un avenir pas bien, parce que elle n'arrivera pas à créer le rapport de force pour renverser la situation et prendre le pouvoir. Ça, c'est déjà depuis 1993. Il dit ça ajoutera à une crise sociale très grave. Crise sociale, pourquoi? Et là, il ne l'avait pas dit, et c'est moi qui le relève là maintenant. Parce que j'avais dénoncé la sortie du premier président de la Cour suprême à la rentrée de la magistrature dernièrement. Le premier président de la Cour suprême disait aux Camerounais, disait aux Camerounais de se méfier quand ils vont marcher, quand ils vont faire grève. Il énonce un décret de 93 qui dit comment on doit créer les syndicats. Et ce qu'il n'a pas dit et que je dis ici, c'est que on ne veut pas exprès de mettre en place une loi qui régit l'activité syndicale. On est obligé de se référer au texte international lorsque ça vous plaît. Lorsque ça ne plaît pas au gouvernement, on vous dit on est libre, on est. Donc, aujourd'hui, même les syndicats camerounais, puisqu'il n'existe pas un texte qui oriente son activité, ils sont obligés de s'inspirer des textes du Bureau international du travail qui, à ce moment-là, sont très flous. Parce qu'en fait, ça devrait s'adapter dans chaque cas précis. Vous avez relevé les employés des ex-sociétés État et para-étatiques. L'Office national de commercialisation des produits de base seulement, l'ONCPB, donnait l'argent à l'État du Cameroun pour payer ses fonctionnaires. Mais comment se fait-il qu'on peut liquider une telle entreprise et que ses employés n'aient pas eu l'argent jusqu'aujourd'hui, 26 ans plus tard? Donc c'est incongru. C'est incongru que la BIAO est fermée et que les ex-employés de la BIAO n'aient pas, ils réclament encore de l'argent aujourd'hui, y compris les Lions indomptables qui ont atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde en 90. Il y a encore les arriérés que le Oman Biyik, du moins tous les Thomas Libi, Thomas Kono et tout réclament à l'État du Cameroun jusqu'aujourd'hui. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Justement, c'est ça cette impasse politique au point où on a l'argent quelque part. Le directeur de la Caisse autonome d'amortissement nous dit j'ai ici plus de 6 000 milliards.
Mais je ne peux pas injecter ça parce qu'il n'y a pas de lisibilité. Donc l'impasse est totale. Total, absolument. Et il faut éclaircir l'horizon pour que les Camerounais aient du sourire. J'ai écouté un Camerounais dire que il est temps aussi pour eux de goûter au miel, même si le contexte dans lequel il le disait n'était pas approprié. Le miel où? Il dit qu'il est temps aussi pour eux de goûter le miel et que l'élite politique camerounaise a assez dominé les Camerounais, a assez dompté les Camerounais, et qu'il est temps pour cette élite-là d'accepter que les Camerounais, le petit peuple camerounais, puisse aussi avoir le goût, pas goûter, avoir le goût du miel. Voilà. Non, dis-lui que Achille Mbembe, la même année, a dit qu'aujourd'hui, vous êtes les forçats contre la mort. Oui. On ne lutte pas aujourd'hui pour avoir une place au soleil, mais on lutte pour ne pas mourir. Absolument. Nous sommes tout à fait d'accord. Maintenant, quitte à lui donc de changer la situation pour qu'on commence à lutter pour avoir une place au soleil. Très bien. Alors, Dominique Audrey, sur cette thématique que nous apporte Chalamel Mbachou ce matin, qu'est-ce que vous pouvez développer avec nous? Simplement, la malgouvernance. C'est simplement le résultat de la malgouvernance. Quand on accumule toutes les années avec le régime en place et avec les résultats qu'on a aujourd'hui après une trentaine d'années, on ne peut que conclure que les choses ont été très mal faites. Aujourd'hui, on a des employés qui menacent de faire grève. Si on avait les services sociaux de base, entendez les hôpitaux, l'accès à la santé. Si on n'avait pas des hôpitaux, lorsque vous allez, on ne vous traite pas, on ne vous reçoit pas, parce que vous n'avez pas d'argent, au moins là, les choses seraient différentes, parce que des employés qui n'ont pas de salaire ne peuvent ni faire soigner leurs enfants, ni se soigner eux-mêmes. Vous ne les payez pas, ils ne peuvent pas se soigner, ils n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont pas accès à l'électricité. Lorsqu'on se plaint dans un village à l'extrême nord, par exemple, qu'on n'a pas d'école et autres, on nous dit, vous accouchez trop, comment est-ce qu'on ne va pas, comment est-ce que ça ne va pas tourner un jar dans notre tête? On ne peut pas, on en est arrivé à un point de rupture. Malheureusement, depuis les dernières élections, où heureusement, les Camerounais ont compris qu'ils avaient également leur mot à dire, qui pouvaient se faire entendre. Mais malheureusement, ça se fait de la mauvaise des manières. On ne peut pas être dans un pays où on se plaint pour rentrer en possession de notre dû. Vous ne pouvez pas pousser les gens dans la rue à réclamer leur salaire. Pourtant, tous les jours, ils travaillent tous les jours pendant 28 mois. Moi, j'admire leur témérité. Pour ces personnes qui continuent là, il y a quelqu'un qui a dit un jour, après 3 mois, moi je ne peux pas continuer. Après 3 mois, je ne peux pas continuer sans salaire. Donc maintenant, c'est aux autorités en place de voir dans quelle mesure ils vont pouvoir résorber cette situation, parce que à cette allure-là, le Cameroun est en train de tomber en lambeaux et ce n'est pas pour leur avantage que ça continue comme ça. Alors, je rappelle aussi que dans ce registre-là, il y a également une colère qui est entendue actuellement avec les TMS, ceux qui font les TMS, les techniciens de laboratoire là. Alors, il se passe que c'est un grave problème. Ces gens-là payent des centaines et des centaines de mille pour se former et sortir. 550 000 pour voilà, être plus clair. Et sortir comme IDE, infirmier diplômé d'État. Il se passe que, d'abord, c'est un parcours du combattant pour qu'on vous délivre l'attestation. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. Ils sont très nombreux dans ce cas à Yaoundé qui apportent les escaliers du ministère de la Santé pour avoir ça. Ils se fâchent, ils sont très en colère. Il y a également il y a eu une récente réforme sur comment on réussit à l'examen. Vous savez, ils ont créé un double degré de ceux qui sortent de l'école, mais qu'on ne considère pas comme étant des IDE, et ceux qui sortent naturellement. Il se passe que, justement, il y a eu encore des violations graves en termes de discrimination quant aux résultats qui sont sortis tout récemment. Donc, actuellement, ils sont nombreux, ils s'apprêtent à monter à Yaoundé pour un mouvement de colère. Et ils vont faire grève. C'est extrêmement grave ce qui se passe avec eux. Il y a comme ça sur notre table de nombreuses personnes qui se plaignent dans le Cameroun profond, et on se demande comment ce pays continue à accepter que ses fils et ses filles puissent vivre autant le martyre. Alors, Karine, c'est à vous pour votre lecture. Monsieur Foupoussi, ce que je retiens, c'est que les crises sociales sont de plusieurs ordres. Sociales, elles peuvent être économiques, éducatives, mais alimentaires aussi.
Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, pour se nourrir, pour une maison où vous avez 4 personnes, il faut au minimum 5 000 francs. Et ça ne vous rassure pas que la nourriture pourra faire 2 jours, aujourd'hui. Donc 5 000 francs, ça ne vous rassure pas pour 4 personnes que vous pourrez manger cette nourriture-là 2 jours. C'est vrai, Charles, Voilà. vous pensez que c'est vrai? Ça veut dire que la crise... Il y a une inflation, il y a eu une montée des prix, une flambée des prix sur le marché, mais en même temps, les Camerounais, leur pouvoir d'achat n'a pas été remonté. N'a pas remonté entre-temps. C'est la réalité. On a l'impression que l'État a remplacé les lois par des brimades et la répression. Vous voyez qu'à chaque fois que des gens sortent, seulement à PHP, vous avez vu la manière avec laquelle les forces de l'ordre sont sorties pour disperser des foules de personnes qui manifestent seulement pour être reconnues. C'est-à-dire que pour qu'on leur donne ce qui leur est dû. Et l'État a remplacé tout ce qu'il a le droit de faire pour ses citoyens en brimade et en répression. Mais c'est le legs colonial. C'est qu'on lui a légué. Lorsqu'à chaque fois, notre ministre de l'administration territoriale prend la parole, vous entendez toujours... les époques de Pierre Mesmer, de Soukado, et de Roland à 10 ans qu'on appelait chameau. Voilà. C'était la répression totale à l'époque. Répression, si vous ne pouvez pas corrompre les leaders syndicaux, passez à la répression. Oui, oui. Les Français ont été totalement très répressifs. Avant eux, c'était les Allemands, parce que les Allemands étaient aussi très répressifs. D'ailleurs, quand ils sont entrés, il y a eu un débat à l'époque au sein de l'opinion publique allemande à Berlin, puisqu'il avait été rapporté que les Allemands, dans leur conquête de l'Interland, avaient procédé à des crimes contre l'humanité. Il faudra qu'un jour, il y a eu des génocides pour la conquête de l'Interland, puisque après la signature du traité germano-allemand, les Allemands ont cru que l'Interland leur appartenait également. Donc ils sont entrés en force à l'intérieur, avec les résistances qui avaient les chefs indigènes camerounais, ils ont dû user comme vous l'avez dit, de violences terribles. Et il y a eu des génocides. Un jour, il faudra que dans ce pays, les dirigeants sérieux et courageux puissent ouvrir ce débat-là. Merci Karine. On va terminer avec vous, Charles Hamel. Vous avez pratiquement tout dit, monsieur Eric Fopoussi. Qu'est-ce que je vais encore dire? Vous avez tout dit. D'accord. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, madame, monsieur, sur cette thématique, ce qu'il y a à retenir de manière claire, c'est que dans ce pays, on doit installer le dialogue social, on doit installer des cadres d'échange où il n'y a pas derrière la volonté de... si vous permettez une seconde, les vrais pays, comme Bourkiba avait fait, tu n'as pas de sous-sol, tu n'as pas. On rencontre, il y a 2 catégories. D'abord, les opérateurs économiques qu'on appelle les créateurs de richesses, plus les leaders syndicaux. Il ne me souvient pas que notre président ait déjà organisé une rencontre avec les présidents des regroupements patronaux, mais encore moins avec les syndicats. Si vous appelez le président d'abord du syndicat, de la centrale syndicale du secteur public, je pense qu'il s'appelle Jean-Madou Koko, vous discutez avec lui pour voir comment les fonctionnaires et agents de l'État souffrent. Quelles sont les mesures qu'on peut prendre? Voilà comment, quand il y a eu crise sociale en France, vous avez vu le comportement du président français. D'ailleurs, je rappelle que le 5 décembre prochain, Emmanuel Macron joue son quinquennat parce qu'il y a une réforme des retraites qui est annoncée là-bas. Rappelez qu'en France, lorsqu'on parle de réforme de retraite, ça a toujours été dans l'histoire quelque chose de très grave. Souvenez-vous qu'en 1997, quand Alain Juppé, Premier ministre Jacques Chirac, engage cette réforme-là, la rue, les syndicats sont dans la rue, ça provoque une dissolution du Parlement et c'est où Jospin le remplace. Il y a une cohabitation en France. Donc, Emmanuel Macron joue, il faut le dire, son quinquennat le 5 décembre prochain parce qu'il y aura les syndicats qui sont contre cette réforme des retraites, mais également il aura aussi affaire aux cheminots qui n'ont pas encore vraiment avalé la réforme de la SNCF en France. Donc, il faut dire que le 5 décembre prochain, les Camerounais vont encore avoir, pour ceux qui regardent les chaînes françaises, vont encore avoir là, on va dire, l'implémentation de crise sociale et comment là-bas ça se gère avec ces dirigeants. Vous avez bien dit le président de la République. Ici, chez nous, il envoie au Premier ministère. Or, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Dans une crise grave, c'est vous-même qui discutez d'abord avec les leaders syndicaux, ensuite avec les créateurs de richesses. Et s'il avait mis dans ses avions, s'il faisait des voyages
avec les opérateurs économiques, je suis sûr qu'un début de solution à ce qui nous arrive allait être trouvé. Voilà. En tout cas, on le voit en France. Lorsque les présidents français sont face à une crise, ils reçoivent les gens du MEDEF, c'est le patronat français. Ils reçoivent également la CFDT, la CGT, mais également FO, qui sont des organisations et syndicales. Après, ils les appellent pour le nom de synthèse. Tout à fait. Malheureusement, c'est pas le cas ici chez nous. Madame, monsieur, on va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission. Restez avec nous. Nous sommes de retour dans un court instant. En 2019, nous sommes au Cameroun, nous sommes à Douala où nous émettons du Cameroun. Equinox Télévision, nous saluons toute l'Afrique qui nous regarde en ce moment sur cette émission. On reçoit beaucoup de messages du Gabon, de la Côte d'Ivoire, mais également du Bénin. Merci infiniment à tous ceux-là qui nous envoient ces messages de réconfort, d'encouragement. C'est toujours très important et très flatteur de les recevoir dans les termes que vous utilisez. Naturellement, on va pour cette deuxième partie de l'émission, Karine, nous retourner vers vous pour lire quelques messages avec vous, bien sûr. Allez-y. Oui, moi-même je m'interroge par rapport à la colère de Charles Armel. C'était la conséquence d'avoir tout intellectualisé au Cameroun. Ceci a conduit à donner trop de place à la politique. Les fonctionnaires, surtout les hauts fonctionnaires, travaillent plus à conserver leur poste, voire aspirer à plus qu'à servir les usagers et le pays dans un système. Quand on a tout donné, il faut savoir partir que de se faire partir. D'accord. Ça, c'est un message de Joseph Clovis Ndormo sur la page Facebook. Et si vous permettez, justement, voilà un problème qui nous empêche justement d'évoluer. Justement, le milieu camerounais n'est pas politisé. Si le milieu camerounais était politisé, les gens descendraient régulièrement dans la rue, justement. Et c'est là le problème. Et revendiqueraient ce que le politique devrait faire. Et qu'est-ce que le politique devrait faire à ce niveau-là? Créer les entreprises. Par exemple, approcher les milieux syndicaux pour exiger qu'on ne privatise pas l'énergie et surtout qu'on ait au moins 300 entreprises qui soient branchées à la haute tension. C'est-à-dire que... C'est très ambitieux. Oui, absolument. Mais maintenant, quand les gens quittent le village pour venir en ville, c'est pour travailler dans les services, non? Et alors, les services ont déjà développé quel pays au monde? C'est l'industrie qui développe le pays. C'est-à-dire qu'au village, si on crée, on dit le manioc de 3e génération, on cultive le manioc et il y a une unité de transformation de manioc qui arrive jusqu'aux boulangeries. Les gens vont quitter les villages. Qu'on arrête le pain de blé dans ce pays. Absolument. À un moment donné, bon, merci de me rappeler ce combat que nous menons tous les jours. Il faut que dans ce pays, on arrête de consommer le pain de blé, la farine de blé. On ne peut pas importer le blé pour faire la farine, alors qu'on sait qu'on peut déjà faire la farine de plantain, de manioc, de patates, et le Cameroun a toutes ces ressources-là dans son sol. Comment peut-on au Cameroun, parce que le blé n'est pas cultivé au Cameroun, il faut qu'on le dise aux Camerounais, il y a un complot pour nous assujettir, pour continuer à faire des Camerounais des mendiants, des quémandeurs, des demandeurs à l'international. Alors que nous avons sur place de la matière agricole pour produire ce que nous devons produire. Alors, Charles Armel, j'espère que pendant la pause, vous avez retrouvé un peu plus d'inspiration. Monsieur Fopoussi, quand on écoute ce qui est dit, j'ai bien envie de me lever et de dire que Paul Biya reste là où il est. Que Paul Biya ne bouge pas, qu'il reste président de la République. Parce que c'est les Camerounais qui sont méchants, monsieur Eric Fopoussi. Les directeurs d'entreprise, les présidents des associations, des réunions, monsieur Eric Fopoussi, les présidents d'autres partis politiques, quand vous essayez de regarder, vous vous rendez compte que c'est eux le danger même de ce pays, monsieur Eric Fopoussi. Regardez la façon avec laquelle on gère certaines structures. Regardez la façon avec laquelle on gère certaines entreprises. Vous allez vous demander, mais ces gars qui disent que Paul Biya doit partir, eux, ils font quoi là? Ils doivent partir. Mais que les gens ne pensent pas que c'est seulement Paul Biya qui va partir. Eux aussi doivent partir, rendre compte. Vous avez des gens... comme le match génie. Oui, c'est ça, juste pas de la gestion. Le match génie, c'est le parc automobile national, vous imaginez. C'est des milliards et des milliards de francs CFA. Cette entreprise a de l'argent. Depuis 2017, qu'il y a un nouveau directeur général, 10 mois sans salaire. Alors, vous vous imaginez que... La politique du mauvais cœur. Vous vous imaginez qu'il y a des gens... Il crée son entreprise, il va prendre les cousins, les frères, les sœurs de la terre du village, il amène. Vous pensez que c'est parce qu'il les aime?
Parce qu'il veut montrer au chef du village qu'il a recruté. Dans le privé aussi. C'est même grave dans le privé. Il ne les paye pas. Il ne les paye pas. Mais lui, il a donné l'argent à la chefferie. C'est à la chefferie qui verse tout l'argent. Oh, il ne paye pas les gars. Ils sont nombreux là. Dans le privé? Je dis dans le privé, même dans les entreprises parapubliques. Ils sont nombreux. Quand vous arrivez, vous voulez lever la tête parce qu'on vous a payé en dents de scie. On dit, tu connais comment tu as recruté. Tu sais comment tu es arrivé ici là. Ouvre ta bouche. C'est toi qui donnes les informations. D'autres poches de vous voyez comment les gars créent d'autres poches de... Mais attendez, monsieur Eric Fopoussi, vous pensez que c'est la blague? Ce n'est pas la blague. On a donné la latitude à certains directeurs dans certaines sociétés. Lorsqu'il débarque, il débarque avec ses frères. Il débarque avec son équipe. Lorsqu'on le vit, il les abandonne. Celui qui arrive, revit et reprend sans payer. Non, attendez. Voilà là où on est au Cameroun, monsieur Eric Fopoussi. Voilà là où on est. Vous avez des entreprises où le directeur s'offre des vacances. Il va se reposer en Europe, il va faire assister à des matchs de football, il a vu voyager avec Saint-Djomba en première classe, monsieur Eric Fopoussi, il s'offre des luxes alors qu'il y a des gens qui ne payent pas dans son entreprise, alors qu'il y a des employés dont il ne traite pas les requêtes, monsieur Eric Fopoussi. C'est ça ce qu'on vit dans ce pays. Donc il n'y a pas que Paul Biya, comme les gens disent qu'ils sont méchants. Eux aussi sont des méchants dans ces entreprises. Non, mais écoutez, non, le chef, méchant, non, dans un pays, non, arrêtons. Dans un pays également, il y a la tête qui doit gérer. Ah d'accord, parce qu'il le fait mal. Ça vous donne l'autorisation, vous devez le mépriser. Ça c'est un débat. Mais s'il valide alors ça c'est un débat. Ça c'est un débat. Il a validé la mauvaise gestion. Le débat, je veux qu'on l'ait, ce débat-là. Dans un pays, le président de la République a tellement de pouvoir qu'il peut fléchir ou infléchir la dynamique d'un pays. On l'a vu ailleurs, pourquoi pour le Cameroun? Pourquoi voulez-vous... Pourquoi vous avez dans des entreprises... Pourquoi voulez-vous des responsabilités? Vous avez dans des entreprises, dans certaines entreprises, des personnes qui n'ont aucune compétence, ce que j'appelle compétence zéro, qui sont nommées à des postes de responsabilité, qui ne foutent rien, qui sont payés à prix d'or, alors que ceux qui ont la connaissance sont ravalés au rang de sujet. Ce sont ceux qui font le sujet de cette... Maintenant, vous voulez que c'est ça qui donne naissance à ces... Mais ça vient d'en haut. De quel haut, monsieur? Non, mais ça vient du haut. Mais qu'est-ce qui vous oblige à appliquer cela si vous voulez avoir une entreprise pérenne? Mais, Chalamel, mais c'est comme vous demandez à un voleur, ne vole pas. Voilà. C'est comme vous demandez à un voleur, ne vole pas. Mais il y a une loi qui dit qu'on ne vole pas. Si le voleur vole et que celui qui est chargé de faire respecter la loi ne fait pas, vous ne voulez pas se accuser le voleur. Dans tous les cas, vous accuser celui qui, quand on vole, il ne sanctionne pas. Non, mais arrêtons dans ce pays parfois de faire comme si... Oui, il faut politiser les strates sociales camerounaises. Celui qui n'a pas d'emploi doit savoir qu'il n'a pas d'emploi parce qu'il n'est pas inscrit sur l'électoral, parce qu'il ne vote pas, parce qu'il ne s'implique pas dans la vie politique du Cameroun. C'est aussi simple que ça. On le voit ailleurs. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en Angleterre, il y a un gros débat? Parce qu'actuellement, ils voient dans quelle mesure ils doivent sortir du Brexit, mais c'est très compliqué. Ce qui se passe, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y a au moins 3 millions de Britanniques qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. 3 millions dans un pays comme ça. Et qui sont ces 3 millions? C'est les personnes immigrées, les personnes qui ont la nationalité là-bas, dans les minorités. C'est aussi les jeunes. Ça veut dire que quand ils ont fait le Brexit là-bas, il y a eu 3 millions d'électeurs qui n'ont pas voté. Et ce qui est terrible, c'est que le Brexit est dommageable à ces personnes-là. C'est pourquoi ils ont lancé une campagne tout récemment pour inscrire rapidement près de 1 million de personnes. Il faut expliquer aux gens. Là-bas, il y a M. Lam qui me regarde là, au marché du Dedo. Quand il dit que Brexit ou c'est Brexit, voilà, elle comprend quoi. Ils ont dit que non, mais monsieur, soyons clairs. La doit savoir qu'elle doit s'inscrire sur la liste électorale et veiller contrôler son vote. C'est-à-dire amener les autres à ne pas voter le maire et le conseil municipal qui les a mis dans cet état. Il vient leur donner les tickets alors qu'ils bandent à côté des poubelles. Voilà les critères. Simplement. On prend le cas du RDPC. Voilà les critères mis en place par le président national du parti. C'est respecté. Mais les autres militants l'espèrent pas. Vous venez demander à la bande, c'est là. Vous m'étonnez ce matin. Je ne vous étonne pas. Il faut dire que les Camerounais sont très en colère. Les Camerounais portent une colère. On veut bien que les choses changent. On veut leur dire comment transformer leur colère en acte salvateur pour eux. C'est tout. Absolument. Il ne suffit pas de rester chez vous bavarder et ne pas agir. Ce qu'il y a à agir, c'est que vous voulez vous inscrire sur les listes électorales, aller voter et vous asseoir. Je vous rappelle, et d'ailleurs c'est ce matin, on me le rappelait encore ce matin, à 92. C'est terrible ce qui se passe en 92. Il y avait 4 millions de personnes inscrites sur les électorales. Il y a eu à peu près 2 millions qui ont voté, 2 400 000 personnes qui ont voté en 92.
En 92, l'élection était gérée par le ministère de l'AT, pas par les CAM. Je rappelle qu'en 92, il n'y a pas de personnes comme on fait dans les bureaux, les représentants des partis politiques. Oui, non. Il n'y avait pas en 92. Donc, quand les gens votaient, ils s'asseyaient au bureau de vote jusqu'à ce que ça finisse. Et je rappelle qu'à l'époque là, c'est à la sous-préfecture que l'on faisait les comptabilisations de vote. Jusque-là, le RDPC a perdu. Donc, attention de vouloir nous amener sur des terrains très glissants. Parce que je rappelle que le RDPC a perdu en mars 92 parce que ils ont eu 88 sièges seulement et l'opposition tout entière a gagné le RDPC. Donc arrêtons parfois de penser que les Camerounais... Pour ces gars du Karabakh dont ils ne sont pas payés, qu'est-ce qu'ils font? Ils supportent, ils serrent la ceinture, ils attendent le 9 février, ils vont voter s'il y a élection. Deux choses, Calamel, ils doivent manifester pour dire qu'ils ne sont pas payés, mais également pour s'engager à la citoyenneté en leur disant ces genres de dirigeants, nous ne voulons plus. Ils s'organisent à l'effet de les enlever. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qui les empêche de militer dans le parti politique? Ou alors, s'ils ne militent pas, d'organiser des séances de travail. Ouais. Moi j'aime souvent à le dire. Hein. La France, depuis au moins 3 présidents, n'arrive pas à avoir un président qui réussit à doubler son mandat. Depuis Sarkozy, Hollande et aujourd'hui Macron. C'est des présidents qui n'arrivent pas à doubler leur mandat. Pourquoi? Parce que là-bas, les syndicats sont impliqués. Je rappelle que Sarkozy, à l'époque, a vécu une déculottée terrible parce que le syndicat de magistrats avait appelé officiellement à ne pas le voter. Les magistrats avaient dit, ce bonhomme, on ne le veut plus à la tête de l'État. Et au Cameroun, il interdit aux magistrats de faire un syndicat. Tout à fait. La police aussi. Voilà. Malheureusement. Alors qu'en France, vous avez des policiers qui sont des syndicalistes. Madame, messieurs, on va s'arrêter là. On va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux avec vous. Karine Sontia avec nous ce matin dans ce pays qui est encore très loin d'être politisé, malheureusement. Oui. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on aura 2 sujets. Le premier concerne le président de la Commission de l'Union africaine, le secrétaire général de la francophonie et la secrétaire générale du Commonwealth qui sont au Cameroun pour rencontrer les autorités camerounaises pour parler notamment de la crise anglophone. Il s'agit en effet de Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, de la secrétaire générale du Commonwealth, l'honorable Patricia Scotland, et la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo. Voilà, un ballet au Cameroun des grands dirigeants internationaux. Il faut dire que Louise Mushikiwabo, c'est celle qui avait traduit pour le président Paul Biya au récent forum de Paris, lorsque le président Paul Biya avait du mal, souvenez-vous, à entendre l'anglais soudanais de Mo Ibrahim. C'est bien Mushikiwabo, Louise, qui était avant ça ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Le Rwanda qui n'utilise plus le français, mais ils ont réussi à imposer un des leurs ou une des leurs comme patronne de la francophonie, l'organisation qui regroupe les personnes qui parlent le français. Vous comprenez que le monde est comme ça. Vous avez également le Tchadien Moussa Faki Mahamat. C'est Idriss Déby qui l'a positionné à cette position de président de la Commission de l'Union africaine, malheureusement. On ne peut pas imaginer quelle peut être la force de frappe qu'il aura pour sa présence, mais ce qui m'intéresse, c'est Patricia Scotland parce que c'était l'une des premières personnes arrivées au Cameroun. On en parlait sur ce plateau, Patricia Scotland. Et quand elle est arrivée la première fois au Cameroun en 2017, souvenez-vous, on avait refusé qu'elle aille à Buea. Elle voulait aller à Buea pour se rendre compte de ce qui se passe là-bas. Et elle avait imposé qu'on fasse qu'elle y aille. Et quand elle, au sorti de cette visite au Cameroun, elle avait dit ce qui peut faire sortir le Cameroun de la crise, c'est un dialogue inclusif. C'est de sa bouche qu'était sorti justement le terme dialogue inclusif. Et par la suite, la francophonie, les autres organisations avaient pris le relais. Donc c'est important parce que cette Patricia Scotland, avec son sourire malicieux, c'est une dure à cuire. Donc, qui arrive au Cameroun. Et ce qui est important, c'est que dans le discours officiel, c'est de pouvoir apporter la paix au Cameroun. C'est quand même assez terrible que le Cameroun soit un pays qui soit aujourd'hui un pays où les dirigeants internationaux viennent établir la paix, nord-ouest et sud-ouest, mais surtout le climat socio-politique du Cameroun. Donc, il faut observer ce qui se passe à Yaoundé avec beaucoup d'attention. Vraiment avec beaucoup d'attention. Donc, bon, Bengane, votre commentaire sur cette visite, cette mission. Oui, ce ballet diplomatique à Yaoundé signifie une seule chose: le Cameroun est sous pression. Le Cameroun va mal, il est sous pression. Il est sous pression
dans la mesure où nous sommes dans l'impasse politique. Nos partenaires, d'abord Commonwealth et francophonie, l'Union africaine aussi, savent très bien qu'en allant à ces élections, nous avons acté pour la division du pays. Les zones anglophones nord-ouest et sud-ouest ne vont pas participer au vote de manière normale. Et pour la communauté internationale et nous autres compatriotes ici, nous savons que ce n'est pas une bonne chose. Mais sauf que nous, on s'est entêtés à y aller. Maintenant, 2 scénarios se présentent à nous. Il y a le premier scénario qui est le Zaïre, qui est le scénario du Zaïre après Mobutu. Deuxième scénario, c'est le Côte d'Ivoire après Houphouët-Boigny. Et pour la communauté internationale, ce n'est pas normal que le Cameroun entre dans une période de crise généralisée parce que les voisins ne pourraient pas nous contenir. D'abord, nous avons le port de Douala qui alimente et le Cameroun, la République centrafricaine et le Tchad. Ça va être compliqué. Et les réfugiés camerounais qui risquent de se retrouver au Gabon, au Tchad, au Congo-Brazzaville, comment ces pays-là vont-ils accueillir les réfugiés camerounais sur leur sol? La communauté internationale, pendant longtemps, a interpellé le chef de l'État par rapport à cet état de choses pour que le Cameroun joue véritablement son rôle de locomotive de la sous-région. Mais nos dirigeants sont restés fermés. Ils se sont fait comme si le fait de chanter Paul Biya toujours au pouvoir, Paul Biya toujours en avant, résolvait le problème du pays. Aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse. Et il faudrait bien qu'il arrive, qu'il dise au président que, comme il dit un chanteur là, voilà ça qui arrive. Ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. Donc voilà dans quelle situation nous nous trouvons. Vous vous rappelez également que le chef de l'État lui-même convoqué, je pense, une session investir au Cameroun. Mais est-ce que les investisseurs sont venus? Dernièrement, nos partenaires français, à travers le Drian, le ministre Le Drian, il nous dit il y a comme nombre de milliards d'euros on va les investir où? Là où c'est compliqué. Vous avez énoncé tout à l'heure, c'est le coltan, non? Le coltan, le coltan, oui, le coltan. Comment va-t-on exploiter le coltan à Kumba? Voilà un minerai qui peut nous rapporter de l'argent. Parce que le nickel et le cobalt de Lomé, nous l'avons donné aux Américains pour 99 ans. Le diamant de Mobilon, nous l'avons donné aux Coréens pendant 25 ans renouvelable tous les 10 ans jusqu'à épuisement. Et qu'est-ce qu'on gagne? Aucun transfert de technologie. Or, on aurait eu une société de transformation du cobalt et du nickel à Lomé. Et ça aurait pu arrêter, j'allais dire, faire développer la région. Et les gens allaient venir pour construire des cités et tout. On aurait pu, avec l'exploitation du diamant de Mobilan, si on avait procédé par le transfert de technologies, créer une industrie où on allait transformer le diamant au Cameroun. Mais on l'a refusé, on n'a pas pris cette option-là. Mais nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation très compliquée. Bon, ce qui est quand même intéressant, c'est que, d'ailleurs, c'est parce que les Camerounais, et là encore, nous ne sommes pas très politisés. Vous avez toujours dit que la politique, c'est 3 choses, vous l'avez toujours dit. Diplomatie, histoire et droit. Absolument. Il me semble que sur le plan diplomatique, nos dirigeants réussissent facilement à faire entendre à des Camerounais, pas tous, certains Camerounais, des choses qui ne sont pas réelles. Parce qu'il faut rappeler que il ne faut pas qu'on se fie au gonflement de muscles que les Camerounais ont vis-à-vis des États-Unis. Voilà, justement. Vraiment, arrêtons ça, parce que ce n'est pas important pour le pays. Vraiment. Je veux dire qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire. Le Cameroun aujourd'hui subit des plans du FMI. C'est même des programmes d'ajustement structurel, même si le mot a été changé en facilitation élargie de crédit. Mais le vrai terme, c'est encore que le Cameroun est sous programme d'ajustement structurel, comme on l'a été en 1994 et bien avant. Donc le Cameroun n'est pas sorti de l'auberge. Et vous savez que le FMI est une institution de Bretton Woods, comme la Banque mondiale. Ces 2 institutions-là sont gérées par les Européens et les Américains. Les Américains au FMI sont actionnaires majoritaires, donc ils contrôlent. Ils ont un droit de veto d'ailleurs. Et ils contrôlent le FMI. Absolument. C'est vrai qu'il y a eu des gentlemen agreements entre le FMI et la Banque mondiale. La Banque mondiale, c'est pour clairement que les Américains ont dit à leurs partenaires français que comme
vous avez une zone là-bas, bon, on vous laisse le FMI pour que vous ayez un peu de jus. Voilà. Mais quand ça va mal, les Américains leur disent, mais arrêtez cette histoire-là. Voilà, parce que l'argent, le cordon de la bourse est bien américaine. Absolument. On doit le rappeler aux gens qui nous regardent ce matin, parce que le Cameroun, actuellement, sur le plan financier, a besoin d'argent pour parachever tous les projets qui sont lancés. Il y a un problème d'argent qui se pose. Absolument. Et aujourd'hui, le FMI, pour nous décaisser quelques milliards de francs CFA, nous impose des programmes drastiques de coupes budgétaires énormes. Donc, faisons attention à nos prises de parole. C'est pourquoi, vous savez, tout récemment, René Emmanuel Sadi s'est rétracté et a eu un propos plutôt diplomatique avec les Américains en expliquant que malgré tout ce qu'il y a, l'AGOA est important pour nous. Ça a suivi cette mission que conduit Félix Bayou actuellement aux États-Unis pour que le Cameroun réintègre justement l'AGOA. Mais sauf qu'on leur a dit là-bas que le Cameroun pourra candidater qu'en 2025 pour voir si oui ou non il y aura une autre. Oui, il faut vous dire la vérité. Oui, tout à fait. Si oui ou non vous aurez une autre possibilité d'entrer. Donc quand Scotland du Commonwealth, quand la francophonie arrive et l'Union africaine, j'ai le sentiment qu'il y a une riposte qui est attendue. Et ce qui est certain, c'est que dans les jours à venir, ce sera un séisme. Un séisme sur le plan du statu quo ou un séisme sur le plan de l'accélération des choses. Donc, Charles Hamel, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que pour vous, cette mission qui arrive au Cameroun augure, comme pour beaucoup, des lendemains incertains pour le Cameroun, ou c'est la résolution enfin de nos problèmes? Je veux vous parler comme un bantou, oui. Monsieur Eric Fopoussi. Je commence par une maxime. Il y a 4 personnes qu'il ne faut jamais conseiller. La femme amoureuse, le vendeur de terrain, le nouveau riche et le vieillard qui croit avoir tout vu. Non mais, arrêtez. Vous ne pouvez pas les conseiller. Oui. Première maxime. Deuxième maxime, lorsque vous arrivez à l'aéroport de Douala, c'est inscrit en noir sur noir. Ça ne sert à rien de nous conseiller parce qu'on sait qu'on peut se tromper. Si vous avez tout cela, vous pouvez imaginer là où on est en train d'aller, M. Eric Fopoussi. Nous sommes en train d'aller droit vers un mur où l'orgueil, l'égocentrisme, l'égoïsme et l'excel de zèle et de pouvoir démontrent qu'on aura raison sur tout et que ce que l'on pense est vrai. Celui qui vient de l'autre côté n'est pas sérieux. Sinon, depuis 2016, combien de messages n'avons-nous pas eu? En 2017, combien de personnes, de personnalités importantes à l'international, comme sur le plan national, ne se sont pas levées pour dire attention Cameroun, attention, vous êtes en train d'aller droit au mur. 2018, c'était l'année de tous les pics avec la création de tout ce que vous avez appelé, c'était la base ou n'importe quoi, ce que vous avez appelé, qui à l'échelle internationale a commencé avec des répliques. Les appels encore ont fusé à l'international en disant stop, arrêtons. 2019, c'était l'apogée. On a commencé à faire des sorties, à aller discuter, à aller participer à des sommets pour jouer la visibilité. Il y a eu même des menaces, M. Eric Fopoussi, à peine voilées, qui sont passées. On a dit non. On continue jusqu'à ce qu'on ne sorte et qu'on nous dise que attention, ce ne sera pas une victoire. Il n'y aura pas de victoire militaire comme on vous le fait croire. Ça ne sera pas là les collaborateurs. Donc j'estime ici, M. Eric Fopoussi, qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui a des yeux et qui refuse de voir, M. Eric Fopoussi. Là, on a une situation qu'on doit affronter. Ça ne sert à rien pour eux de se déplacer, de venir. Ils sont dans leur logique. Vous vous rendez compte, lorsque les gens ont senti que la pression était forte, de tous les côtés la pression était forte, on a organisé le grand dialogue national pour dire, ok, quand les Américains ressortent, on dit non, on va vous dire qu'on est prêt. Qui vous dit que c'est même pas le Cameroun qui s'est caché derrière cette affaire d'organisation du sommet sur la paix et tout et consorts? En allant participer, c'est-à-dire que nous on a toujours voulu la paix, nous on est les artisans de la paix, mais c'est les autres qui ne veulent pas la paix. Raison pour laquelle cette option mise en place est une option militaire. Vous vous rappelez que lorsque le bilan est arrivé, c'est le même jour que nous, on apprend aussi que un navire militaire est arrivé pour la toute première fois. On a chanté au niveau du port. C'est des signes qui parlent, c'est des signes qui ne trompent pas. Donc, M. Eric Fopoussi, je n'irai pas dans le même sens que Mbok, c'est un sens qu'il a déjà abordé, mais je dirais, on a choisi une option. Le gouvernement, le régime de Yaoundé a choisi une option. Tous les experts s'emploient à le dire, messieurs, ils ont fermé les oreilles, ils n'ont que les yeux ouverts et la chicotte en main. Espérons donc finalement que ça ne sera pas comme ce qui s'est passé à l'extrême nord, où l'élève a plié les coups de poing une jeune fille et a tabassé copieusement son enseignant. Belle image. Dominique Audrey, comment voyez-vous cette visite-là, cette triple visite au Cameroun? C'est une
une visite parmi tant d'autres, hein, c'est du déjà vu. Je ne suis pas sûre qu'il y aura quelque chose à bon qui ressortira de là, sauf si on va dire que non, on a essayé de parler avec lui et qu'il a prévu de faire des choses ou pas. Mais honnêtement, vraiment, je doute qu'il puisse avoir quelque chose, du moins du côté du Cameroun, je doute qu'il puisse avoir quelque chose de bon à attendre. Ce qui est juste triste, c'est que le gouvernement semble rester dans sa logique de voir le camp d'en face, des Camerounais d'en face, toujours comme des terroristes. C'est la seule chose qui m'émeuve, oui. On doit gérer cette situation autrement. Même comme quelqu'un me disait dimanche, il est impossible que les troupes de l'armée ne partent de là. Ce sera un aveu d'échec. Qu'on a vu ça dans aucun pays. Mais sauf que le Cameroun n'est pas un pays comme les autres pays. Le Cameroun, on peut prendre les mesures qui s'imposent pour nous, pour nos frères, à nous. Donc, qu'attendre? Rien du tout. D'accord. En tout cas, il faut bien lire les événements internationaux. Je rappelle que la francophonie, le Commonwealth sont des organisations auxquelles le Cameroun est parti en tant que pays État membre, et que l'Union africaine également a son pesant d'or. On verra très bien comment tout cela se goupille. Nous ne savons pas encore ce qui va sortir de ces échanges, on va dire, au sommet de l'État avec ces dirigeants internationaux. Mais toujours est-il que généralement, lorsque ces trois-là arrivent dans un pays, ça n'augure jamais de très très bonnes choses lorsqu'on voit ce qui s'est passé ailleurs. Et je rappelle que le Cameroun ne peut plus se permettre ça parce que vous avez une Afrique qui est aujourd'hui tiraillée par des conflits armés qui menacent toute la région. Quand on parle par exemple du Sahel et des pays du Sahel avec le G5 Sahel, il faut rappeler que hier au Mali par exemple, 13 soldats français, lundi soir pardon, 13 soldats français sont morts au Mali suite à la collision de 2 hélicoptères. 13 soldats français, c'est quand même un bilan très lourd par les djihadistes. Donc il faut dire que évidemment le pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger qui sont aujourd'hui en face de ce djihadisme international-là sont des pays qui sont aujourd'hui déstabilisés et que dans un récent rapport, vous avez des ONG qui vous signalent que maintenant les pays comme la Côte d'Ivoire, qui sont des pays côtiers, Côte d'Ivoire, Bénin, Ghana, ne sont pas eux aussi loin d'être déstabilisés. Donc il y a un risque énorme en Afrique et il faut bien voir comment tout cela va se goupiller dans les semaines et les mois à venir. Le Cameroun étant une plaque tournante, personne n'a intérêt à ce que le Cameroun soit déstabilisé, personne n'a intérêt à ce que les Camerounais se réfugient dans les pays voisins. Ce n'est pas acceptable déjà que nous sommes très mal de voir que nos frères, 65 000, sont déjà réfugiés au Nigeria. On ne peut plus accepter que cela arrive et c'est pourquoi vous voyez ce grand balai international pour qu'on puisse trouver un cadre d'échange, discussion pour s'entendre pour ce pays, parce que ce pays est à nous tous, c'est un pays qui nous appartient et on peut s'en sortir avec un dialogue inclusif, comme on l'a toujours dit sur ce plateau. On va s'arrêter là et prendre la dernière information, Karine. Oui, le dernier sujet, c'est cette vidéo qui fait le tour de la toile depuis déjà 2 jours, une vidéo d'une tactique de dépigmentation de la peau qui écœure la plupart des internautes depuis quelques jours. Une femme qui est dans un bain et l'eau, on ne sait pas quel produit cette eau contient, mais on sait juste qu'elle est en train de se faire racler la peau, la première peau, pour laisser la peau blanche. On ne sait pas comment est-ce que ça se fait, les gens n'arrivent pas à comprendre jusqu'à quel point est-ce qu'on est arrivé pour parvenir à ce genre de choses. Alors, vous ne savez pas. Bon, non, mais je veux dire que c'est révoltant. C'est pas révoltant. Non, monsieur. pour moi, personnellement, c'est révoltant. Non, mais parce que vous êtes un homme normal. Demandez aux femmes elles-mêmes. On leur a dit, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Elles ont dit, dites à côté d'un homme se trouve une femme. Maintenant, voilà, elles sont devant. Je vous ai dit que le mouvement de l'émancipation de la femme n'avait pas aucun contenu. Le contenu de ce mouvement, c'est la libération du sexe. On a donc dit aux femmes, allez-y, voici le dehors, comme on dit au Cameroun. Faites-en. Oh, le mariage n'est pas une fin nationale. Vous, non. Elles ont commencé à changer de voix. Allez-y. C'est l'émancipation. Qu'est-ce qui peut pousser un être humain doté de ces 5 sens à changer de peau? Voilà, la femme ne peut correctement s'épanouir que derrière un grand homme.
derrière. Et elle doit attendre que lorsque le monde va mal, puisque c'est elle, quand on dit la nuit porte conseil, en réalité, même nous, les Mbombok, c'est madame qui te dit, mais comme tu vois là, l'histoire que tu es en train de passer là, sache que. Mais quand c'est toi qui déclames, quand la situation va mal, vous laissez votre femme déclamer. Mais quand elle commence à parler de tout, à réfléchir, à faire, à mener des actions, maintenant on leur a donné donc l'action, elles ne savent plus quoi faire. Oui, Charles. Je vous réponds comme Karine Sauntia et Dominique Audrey Yangalek. C'est son corps, elle fait ce qu'elle veut. Très bien. Dominique Audrey. Même si en soi, je crois que chacun est libre de faire ses choix. Honnêtement, moi je ne juge pas les gens qui le font. Mais maintenant, on ne peut parler que des conséquences de ces actes-là. Moi, je suis qui? Certainement, chacun a son passif. Chacun fait ses choix. Et tout le monde n'accepte pas forcément les miens. Mais maintenant, la décapage en soi a des conséquences sur le plan de la santé. C'est juste le seul truc que moi, je peux dire à propos de ça. Et la beauté est au marché. Si quelqu'un se sent capable d'aller acheter, que la personne achète. Et maintenant, les conséquences, c'est chacun qui gère. Sur son corps. De dire aux jeunes femmes que ça détruit plus que cela ne construit. Oui, et ce ça détruit. Celles qui ont fait, regardez là où moi je pose une question. Est-ce que c'est faisable ce qu'on a vu? Mais oui, monsieur Eric, vous le voyez. C'est quoi? C'est un procédé chimique? Oui, c'est un procédé chimique. En fait, c'est le derme, monsieur Eric Fopoussi. On tue le derme de la peau et on enlève. Mais est-ce qu'elle n'a pas mal là? Parce que moi j'ai mal à sa place. Pour raquer la peau. Monsieur Eric Fopoussi, on l'a anesthésiée, c'est ça? Vous avez vu une femme mais c'est comme le jassam qu'on a mis dans l'eau, ça enlève directement. Donc c'est non. Pendant que vous avez une société occidentalisée qui cherche qui cherche à aller prendre des bains de soleil, en dehors de ce liquide-là, il y a des produits cosmétiques que lorsque vous appliquez sur la peau, 30 minutes après, vous pouvez enlever la peau. Non, vraiment. Donc aujourd'hui, vous enlevez la peau et ce qui reste n'est pas une blessure. Je pose la question. C'est la peau. C'est la peau, c'est pas la blessure. Nous les noirs, nous sommes laids. On enlève ce qui est. Vous avez dans certains quartiers des gens qui vont à Bonabéry dans certaines entreprises qui fabriquent des emballages, des contenants en plastique. Ils vont acheter ces produits, ils composent des mixtures dans les maisons. Ils composent des mixtures à base de plusieurs laits de substances. Ils mettent sur le marché comme étant des facilitateurs de décapage. Des jeunes filles vont acheter pensant que cela vient des maisons, des laboratoires, des laboratoires sérieux, l'utilisent sur leur corps et ça donne des résultats très très scandaleux. Que les jeunes filles reviennent vers nous, les traditionalistes. On a plein de méthodes, une méthodologie. On a une bibliothèque fournie. Pour vous dire comment nettoyer la peau, pas comment s'éclaircir la peau. Merci Charles. Merci à vous. Comment nettoyer la peau. Ok, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux ce matin. Les images qu'on a regardées, interdiction formelle de les reproduire chez vous. Voilà, comme on dit. Comme dit la vidéo. Comme on dit au cash, si vous avez le cash, souvent ils font des actions d'éclat. Ils demandent de ne pas reproduire ça à la maison. On va donc tout de suite basculer au plateau B avec Constilamine qui nous a rejoint. Constilamine qui va nous donner les informations sur les dernières ventes avec le magasin 1001 tapis. Bonjour Consti. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les clients du concept Salaka et merci d'accueillir le magasin 1001 tapis chez vous, le seul magasin qui vous permet d'avoir des produits de qualité à des prix vraiment défiant toute concurrence. C'est l'un des magasins qui fait partir du concept Salaka parmi plusieurs magasins. Il faut le rappeler que le concept Salaka, c'est plusieurs magasins à son actif. Mais ce matin, nous parlons du magasin 1001 tapis, le magasin des prix les plus bas. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin, chers téléspectateurs, tout en rappelant déjà à tous nos clients que nous sommes toujours en train de vivre la double prolongation des prix du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Et ceux qui n'ont pas encore assez d'argent peuvent passer des commandes, peuvent faire des paiements par tranche du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. La suite nous conduit directement à des tapis de prière qui sont
toujours en promotion et en vente au magasin 1001 tapis à 1000 francs. Votre tapis de prière neuf, bien entendu, bien emballé. Un tapis de prière de qualité, vous l'avez à 1000 francs au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. À côté, bien sûr, des tapis de prière, la fin d'année, c'est dans quelques jours. Il y a des repas, il y a des cérémonies. Et ceux qui ont besoin d'offrir un cadeau de mariage, ceux qui ont besoin d'écraser des condiments dans de très bonnes conditions, je vous conseille le nouveau robot mixeur du magasin 1001 tapis que vous avez à 12 000 francs. Je rappelle que ce même robot mixeur, vous le retrouverez ailleurs à plus de 25 000. Mais dans notre magasin, vous l'avez à 12 000 francs. Un robot mixeur 2 balles. Un bol à sec et un bol à eau. Il est neuf dans le carton avec garantie à 12 000 francs seulement. À côté, bien sûr, on parle également d'un fer à vapeur. Un fer à vapeur moyen à 7500 francs. Il est à vapeur. Il repasse très bien. Il est stylé. Il est nyanga. Vous l'avez à 7500 francs. Ce magnifique fer à vapeur. C'est un fer à vapeur neuf, jamais utilisé. Vous l'avez en pleine promotion au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika à 7500 francs. On a également des ordinateurs de bureau à 45 000. Un ordinateur complet, corps de Dio, avec 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, lecteur DVD, écran plat 17 pouces. Vous l'avez à 45 000 francs. Je rappelle que le stock, il est très limité. Donc ceux qui ont besoin d'un ordinateur complet, n'attendez pas la fin du stock. C'est l'occasion plus que jamais de venir en face le Palais d'Ika ou alors de passer votre commande, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, commander un ordinateur complet à 45 000 au magasin 1001 tapis et bénéficier d'une garantie et d'un service après-vente. On est également toujours dans la grande nouveauté de ce matin, des rallonges. C'est des rallonges 6 sorties. Je rappelle que les rallonges de 4000 sont terminées. On a fini le stock. Nous revenons ce matin avec un nouveau modèle. Il est de couleur noire. Il a 6 sorties. Il est doté d'un système de sécurité. C'est des rallonges d'origine. Vous les avez à 6 000 francs. Ces magnifiques rallonges de qualité supérieure. Cet appareil de sécurité, vous l'avez à 6 000 au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. C'est le nouvel arrivage dans notre magasin. Des rallonges 6 sorties. On peut brancher 6 appareils, c'est-à-dire sur cette rallonge à 6 000 francs seulement. On a également des laptops corps de Dio. Je rappelle que là, c'est le dernier stock des laptops corps de Dio au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. 75 000 francs. Un laptop, 2 Go de RAM, 160 Go de disque dur, lecteur et graveur DVD, Wi-Fi avec une très bonne présentation physique. Vous l'avez à 75 000. On a également des woofers. Ceux qui ont besoin d'écouter la musique, ceux qui ont besoin de danser, ceux qui ont besoin, c'est-à-dire de se divertir pendant les fêtes de fin d'année, ceux qui ont besoin de jouer le bon Mutumbo à la maison, un woofer neuf dans le carton, vous l'avez à 15 000 en face le Palais d'Ika. C'est la double réduction, c'est la grande promotion dans notre magasin. C'est l'occasion plus que jamais d'acheter des articles de qualité à des prix défiant toute concurrence. Les bouloirs sont toujours en promotion. Les bouloirs électriques, les bouloirs d'origine, les bouloirs qui ne consomment pas assez d'énergie, vous les avez à 6 500 francs. Une bouloire en inox, une bouloire neuve dans le carton à 6 500 francs au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. La suite nous conduit rapidement, chers téléspectateurs, à un autre appareil. Bien entendu, c'est bien entendu un Core i3. C'est un laptop Core i3. Suivez mon regard. 320 Go de disque dur, webcam, Wi-Fi, 4 Go de RAM à 120 000 francs. Un laptop Core i3 de marque HP Dell 4e génération. C'est la nouveauté, c'est la grande innovation. Un laptop Core i3 avec 320 Go de disque dur, 4 Go de RAM. Ça la caméra, ça le Wi-Fi à 120 000 au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. On parle également des robots mixeurs 2 balles. Le grand robot mixeur 2 balles à 17 000 francs. Un robot mixeur qui a le filtre. Un robot mixeur qui est nyanga, qui est stylé. Vous l'avez à 17 000 en face le Palais d'Ika et nulle part ailleurs. On parle également de plus en plus d'une clé USB
32 gigas. Une clé USB dotée d'un système de sécurité à 32 gigas. Ça se passe au magasin 1001 tapis à 8500 francs. Je n'ai pas dit 16 gigas, j'ai dit 32 gigas à 8500 francs. Imprimante neuve qui scanne, qui imprime, qui photocopie. Vous avez le choix entre la marque Canon et la marque HP à 33 000. Une imprimante neuve dans le carton à 33 000 avec tous les accessoires, CD d'installation, cartouche de rechange à 33 000. Une imprimante neuve dans le carton au magasin 1001 tapis en face, le Palais d'Ika. On parle également de plus en plus, encore et encore, d'un ordinateur complet 45 000. J'insiste sur l'ordinateur. N'allez plus faire les saisies chez les voisins. Ordinateur complet corde audio à 45 000 francs. Ça se passe en face, le Palais d'Ika et nulle part ailleurs. Commandez dès à présent et achetez la qualité. On parle également d'un grand fer à vapeur à 12 000. Au lieu de 25 000 francs, comme partout ailleurs, vous avez un fer à vapeur neuf dans le carton à 12 000. Toujours au magasin 1001 tapis. Regardez bien sûr le style. Regardez le design. Regardez vous-même. Oh là 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 là. Il donne l'envie de repasser. Que ce soit le costume, le pantalon jean, le blouson, ça repasse à 12 000 francs. Se faire à vapeur au magasin 1001 tapis. On a également encore des laptops corde audio. Je rappelle à tous nos élèves, à tous les étudiants, à tous ceux-là qui ont besoin d'un laptop corde audio, n'attendez pas la fin de la promotion. C'est l'occasion plus que jamais de l'acheter là, à 75 000. Un laptop de qualité supérieure au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. On parle également des lustres, des tapis, des grands tapis, c'est-à-dire des tableaux de décoration. N'oubliez surtout pas, venez chez nous et achetez la qualité en face le Palais d'Ika avec le concept Salaka. Merci Consti Lamine. Merci. On va, madame, monsieur, poursuivre cette émission ce matin avec interpellation. On va regarder l'élément réalisé pour nous par Cédric Chouna et ensuite commentaire sur le plateau. Pour le développement et le progrès de notre pays, je pense que c'est très simple. Il suffit de prendre le pays, de le donner à la jeunesse. Nous sommes fatigués avec tous ces anciens-là. Et puis on veut que le pays revienne à la jeunesse, tout simplement. Voilà, on va évidemment commenter cette interpellation en 30 secondes au Wengan. Oui, tout pays qui se respecte crée des perspectives pour ses jeunes. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose à dire. Tout à fait. Alors, tout de suite, on bascule avec cet élément. À tout de suite, madame, messieurs. Voilà, le temps pour nous de retrouver évidemment l'Institut supérieur de technologie avancée et management ISTAMA et son partenaire l'Université d'Evry. Un nouveau produit pour les Camerounais qui travaillent. Désormais, il est possible de s'inscrire en licence sans BTS, sans DUC et DUT, mais grâce à la validation des acquis professionnels et personnels. Pour mieux comprendre, nous allons dans un court instant recevoir les responsables de... Nous recevons le professeur Chevalier et monsieur Basson. Alors bonjour cher monsieur. La première question c'est pour monsieur, c'est pour le professeur Chevalier. Alors vous êtes là pour nous parler de la mise en œuvre de cette formation par la validation des acquis professionnels et personnels. De quoi il s'agit exactement, professeur? Oui, bonjour. Tout d'abord, je tiens à signaler que l'Université d'Evry travaille avec confiance avec ISTAMA depuis 5 ans. Ça fait 3 ans qu'on a développé des licences délocalisées, c'est-à-dire les étudiants restent au Cameroun et passent des diplômes qui sont des diplômes français, des diplômes d'État français, remis par les universités françaises. Voilà. La seule évolution cette année, c'est le mode de recrutement. Jusqu'à présent, les étudiants qui postulaient sur une licence avaient besoin d'un diplôme de niveau Bac+2. À partir de maintenant, on va appliquer ce qui existe déjà en France et en Europe depuis pas mal de temps, ce qu'on appelle la VAP, la validation des acquis professionnels et personnels. Cela permettra à des étudiants qui n'ont pas un diplôme de niveau Bac+2, qui ont le bac, par exemple. Alors, il y a plusieurs cas. Supposons qu'ils ont le bac et qu'ils aient abandonné les études tout de suite après. Il leur suffira d'avoir 3 ans d'expérience en entreprise et de présenter un dossier. Bien sûr, ce dossier sera examiné, il sera validé ou non.
Mais si les 3 ans d'expérience professionnelle s'effectuent dans le même domaine que le diplôme souhaité, il y a de grandes chances d'être validé. Donc l'étudiant pourra être admis en licence professionnelle, mais on ne lui donne pas tout de suite son diplôme Bac plus 2. Il est simplement admis pour poursuivre ses études. Et lorsqu'il aura la licence professionnelle, s'il l'a, on lui donnera également le diplôme niveau Bac plus 2. Voilà. Alors, excusez-moi, j'ai encore un cas. Le cas, par exemple, des étudiants qui sont présentés au BTS et qui l'ont échoué. Donc là, il y a encore 2 cas. Il y a la formation classique. Donc, s'ils ont échoué le BTS, il leur faudra aussi une expérience professionnelle de 3 ans. Maintenant, si ce sont des étudiants qui faisaient en cours du soir, donc qui avaient déjà un travail et qui ont échoué leur BTS, une simple expérience professionnelle d'un an pourra suffire pour l'inscription dans ces cas-là. Voilà. D'accord. Donc, c'est assez innovant. S'inscrire en licence sans BTS de DUT, c'est quand même tout à fait innovant. Alors, professeur, parlez-nous du partenariat qui lie les 2 institutions universitaires. Alors, je vous dis que ce partenariat date de 5 ans déjà. À la demande d'Istama, nous avons une demande d'Istama à l'université d'Evry. On a fait un petit audit de l'établissement et on s'est aperçu que les structures pouvaient supporter donc ce type de coopération. Et on a décidé donc, c'est pas nous qui avons proposé, c'est Istama qui nous a demandé de délocaliser des licences professionnelles. Voilà. Donc pour l'instant c'est l'université d'Evry. Mais déjà l'université Paris-Saclay, d'ailleurs dans laquelle Evry est intégrée, a fait d'autres propositions. Entre autres, il y aura une ouverture cette année d'une classe préparatoire pour les écoles d'ingénieurs Polytech à Paris. L'IUT de Cachan va faire d'autres propositions pour l'année prochaine. C'est déjà en cours. Et puis il y a d'autres universités au niveau de l'Europe qui sont également participantes. Alors, Monsieur Basson, les différents parcours de formation en licence délocalisés par l'université d'Evry à Istama pour cette formation sont lesquels? Parlez-nous des spécialités, objectifs et débouchés. Alors, nous avons notamment la licence en e-commerce et marketing numérique, où nous formons des professionnels aptes à intégrer le web dans la stratégie globale de marketing, de manière à pouvoir développer la visibilité et la notoriété de l'entreprise, de la marque, des produits et des services. Et à la fin de la formation, l'étudiant peut être chef de projet digital, responsable e-commerce, community manager. Nous avons également la formation en licence en conception des produits industriels, où nous formons des cadres qui ont des compétences nécessaires à l'élaboration d'un produit en relation avec des partenaires d'études, de méthodes et du service de qualité. Et à la fin, l'étudiant peut être chef de fabrication mécanique, dessinateur de produits industriels ou cadre technique de contrôle qualité. Nous avons également la formation en licence logistique, transport et pilotage de flux, où nous donnons une formation qui permet à l'étudiant, à la fin, de pouvoir avoir des compétences lui permettant d'intégrer une formation, d'intégrer et de maîtriser les opérations de la chaîne logistique. Et à la fin, il pourra donc être responsable d'équipe logistique ou responsable des opérations de transport. Alors, on n'a plus qu'une seule petite minute. Alors, monsieur professeur Chevalier, quel est l'intérêt de la mise en place de ce programme au Cameroun? Quel est le principe de ces formations? Voilà, pour globaliser rapidement. Bon, alors les formations, ce sont des formations les diplômes sont des diplômes internationaux délivrés par l'État français. Voilà. Donc ça, c'est un petit intérêt. Les étudiants peuvent très bien suivre une formation diplôme camerounaise qui sont tout à fait honorables. Mais s'ils désirent s'inscrire sur un diplôme étranger en restant au Cameroun, c'est-à-dire à moindre frais, cela est possible. D'accord. La nouveauté, c'est la VAP, c'est le mode d'inscription, parce que les licences, elles existent depuis 3 ans déjà. D'accord. Voilà, Monsieur Basson, quelles sont les conditions d'admission? À quand le début de la formation à Istama, et vos contacts rapidement? Alors, quelles sont déjà les conditions d'admission? Il faut avoir une expérience professionnelle d'au moins 2 ans, un minimum de 2 ans dans le domaine dans lequel vous souhaitez continuer votre formation. Il faut pouvoir fournir un CV, une lettre de motivation et une attestation d'emploi ou tout autre document attestant ou justifiant que vous avez exercé quelque part. Pour ce qui est de la date début des cours, il faut dire que
nous sommes en train de, nous attendons toujours, nous sommes en train de recevoir jusqu'à présent les dossiers. D'accord. Et la formation va débuter en mi-décembre. D'accord. Très bien, les contacts, on les a vus au bas de l'écran. Merci à vous. On va tout de suite basculer toujours avec vous au plateau B, Consilamine, rapidement, qui va évidemment nous parler de Vambio Oméga 3 ce matin. Consilamine, une fois de plus, sur le plateau ce matin. Consilamine, rapidement, c'est à vous. Bien entendu, merci Eric de passer une fois de plus la parole au concept Salaka pour s'adresser à ses clients, pour s'adresser à tous les téléspectateurs de cette émission. Après donc la grande vente de l'électroménager du côté du magasin Milan Tapi, le concept Salaka s'installe pour parler de votre complément alimentaire, le Vambio Oméga 3. Il faut le rappeler, chers téléspectateurs, c'est un complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète. Le Vambio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Ceux qui ont les problèmes de rhumatisme, les problèmes de courbature, c'est un complément alimentaire idéal pour résoudre tous ces problèmes de santé. Il faut le rappeler, chers téléspectateurs, que le prix officiel du Vambio Oméga 3 est de 6 000 francs. Mais dans le cadre du concept Salaka et du côté du magasin 1001 Tapis, vous l'avez à 5 500 francs pour une boîte de 30 gélules. Et c'est une gélule par jour pendant le repas. À côté, bien sûr, du Vambio Oméga 3, on parle également de plus en plus d'un lait de toilette pour diabétiques. Vous le connaissez déjà. Je vous rappelle bel et bien les avantages de ce lait de toilette. Il permet d'embellir la peau des diabétiques, de sécuriser la peau des diabétiques, de la nourrir, bien entendu. Alors, votre peau, elle est fragile. Je vous conseille vivement d'utiliser régulièrement votre lait de toilette pour diabétiques Vambio Lotion, que vous retrouverez toujours et toujours au magasin 1001 Tapis en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz, au prix de 6 000 francs, votre lait de toilette. Et pour ceux qui ont besoin de commander, que ce soit le Vambio Oméga 3, que ce soit la lotion ou n'importe quel article concept Salaka, il vous suffit tout simplement d'appeler nos numéros de téléphone et de passer votre commande. Et n'oubliez surtout pas la pommade contre les hémorroïdes que je vous présente encore une fois de plus. La solution pour résoudre tous les problèmes des hémorroïdes, la voici, cette magnifique pommade que vous retrouverez au concept Salaka. Ceux qui ont des hémorroïdes, ceux qui en souffrent depuis plusieurs années, je vous conseille de contacter le concept Salaka et d'acheter votre pommade que voici contre les hémorroïdes. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous d'avoir été là encore ce matin sur cette émission 10-12 Le Zénith. Merci à nos équipes techniques, Emmanuel Wapi, Carlos Minoué, Eric Watat et Séverin Chouban ce matin. Madame, Monsieur, on se retrouve demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.